Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette brève introduction à la plateforme Nutanix. Alors, brève introduction, mais qui sera quand même un gros tour de l'ensemble du portfolio Nutanix, qui commence à être assez riche, que la plupart des gens ne connaissent pas, se focalisant souvent sur les produits historiques ou les plus connus de la plateforme Nutanix, et c'est le but de cette vidéo d'aller un petit peu plus loin, de faire donc une grosse vue d'ensemble de l'ensemble de la plateforme. Alors avant de commencer, c'est peut-être bien déjà de rappeler finalement quelle est la mission Nutanix telle qu'elle est définie par le CIO aujourd'hui. Donc Nutanix a pour objectif donc, de faire du multi-cloud hybride de la manière la plus simple possible, ouverte et économiquement viable, le tout pour avoir finalement une seule plateforme permettant de faire tourner n'importe quelle application et n'importe quelle donnée, n'importe où. Donc c'est au client d'avoir le choix de ces applications, de l'infrastructure pour les faire tourner, et du cloud sur lequel héberger l'ensemble. Alors, Nutanix a été créé en 2009 par des anciens de Google qui ont fait une solution hyper convergée qui fait partie de la brique la plus connue côté Nutanix, qui est la partie NCI, le Nutanix Cloud Infrastructure. Et parmi tous ces composants, le composant d'origine connu est la partie stockage ou AOS. AOS est un acronyme acronyme Operating System. Donc à l'origine, en fait, Nutanix proposait de faire un stockage hyper convergé, c'est-à-dire en prenant des serveurs banalisés et en utilisant l'ensemble des serveurs locaux à chacun de ces serveurs pour les regrouper dans un espace logique à une volumétrie globale. Donc en gros, c'était de permettre de faire l'équivalent d'un SAN sans avoir un SAN, mais un SAN plutôt virtualisé par le logiciel sur un ensemble de serveurs. Donc c'est du Software Defined Storage à l'origine, c'est là-dessus où Nutanix est très connu, ça a servi pour faire du stockage, et ça sert encore à faire du stockage pour des hyperviseurs, tels que Hyper-V, surtout VMware, et puis on va voir également qu'on a une autre solution aujourd'hui. Et donc ce stockage-là, effectivement, le stockage doit être avant tout performant, mais là encore, toujours en étant économiquement viable. Donc il y a déjà une notion de localisation de la donnée, on va le voir quand on parlera de la partie machine virtuelle, mais entre un hyperviseur et l'endroit où est stockée la donnée, il faut éviter de passer par du réseau pour des raisons simplement de bande passante, et que c'est plus performant en fait d'accéder directement à la donnée locale qui est sur le nœud sur lequel tourne l'hyperviseur, et c'est des choses qu'on sait faire. De la même manière, en fonction des types de stockage, entre du disque dur rotatif et du SSD, on n'a pas les mêmes performances, mais on n'a pas non plus les mêmes prix, et donc l'idée après étant de bouger de manière intelligente, ce qu'on appelle le tiering, en fait la donnée chaude dans les espaces effectivement qui sont performants et chers, et la donnée froide dans les espaces qui sont certes moins performants, avec plus de latence, mais qui sont beaucoup moins chers. Et quand vraiment on veut de la très bonne performance et une grosse bande passante au niveau du stockage, eh bien là on fait appel à du flash avec des NVMe. En termes de résilience, alors la performance c'est bien, mais la performance sans maîtrise ou sans résilience c'est pas terrible. Donc la résilience fait partie nativement de l'ADN en fait de la solution, avec la capacité de faire des snapshots assez granulaires et permettant de revenir dans le temps en cas de corruption, de destruction ou autre. Des mécanismes de self-healing sont mis en place, donc on va dire différentes technologies allant de l'erasure coding en passant par des systèmes l'équivalent de RAID, pour effectivement assurer que si un nœud disparaît ou si une partie du stockage disparaît parce qu'on a une panne de disque dur, on ne perd pas de l'ensemble des données, qui est une reconstruction basée sur des checksums derrière. Le tout avec effectivement une redondance qui va être granulaire, et ça va être le client qui va choisir effectivement est-ce qu'il veut doubler chaque information ou est-ce qu'il veut la tripler pour avoir encore plus de sécurité, mais effectivement le coût de stockage sera plus élevé. Là encore, plein d'options sont disponibles derrière. Et la scalabilité de l'ensemble, c'est très facile de faire grossir effectivement cet espace de stockage, simplement en rajoutant des nœuds au cluster, donc à l'ensemble des serveurs qui portent le stockage. Et donc on a une indépendance dans le scaling, et finalement une certaine linéarité, donc on n'est pas bloqué comme notamment des solutions SAN qui effectivement ont leurs limites par définition. Donc au-delà de la partie stockage est arrivé, et donc effectivement le stockage a été utilisé en stockage pour les disques durs des machines virtuelles de type qui tournaient sur du VMware ou de l'Hyper-V, et puis Nutanix a amené son hyperviseur maison basé sur du KVM, qui s'appelle AHV, Acronis Hyperviseur, et là encore on a une plateforme qui est moderne et sécurisée pour faire de la virtualisation, qui intègre bien entendu,
qui va s'appuyer sur le stockage dont on vient de parler jusqu'ici, et qui va également avoir des choses assez intéressantes en termes de réseau, et je vais en parler juste après de la partie réseau. On est en 2024, ça fait déjà quelques années également que Kubernetes prend de plus en plus d'importance dans les systèmes d'information, et donc on a un moteur dans Nutanix qui s'appelle Nutanix Kubernetes Engine, qui permet du coup de déployer sur un cluster Nutanix un environnement prêt pour de la production Kubernetes, donc des clusters, le tout de manière, là encore, dans la philosophie Nutanix simple, avec la capacité facilement d'automatiser le scaling et les montées de version. Et on sait que les montées de version sur Kubernetes, c'est pas une sinécure parce qu'il y en a beaucoup, c'est-à-dire une fois au moins tous les 4 mois, si on prend les montées entre guillemets majeures. Le tout sur une distribution qui est certifiée par la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, et bien entendu parce qu'aujourd'hui les applications Kubernetes ne sont plus uniquement stateless, mais ont de plus en plus le besoin de stockage et donc sont stateful. On intègre également dans la partie Nutanix Kubernetes Engine un CSI, un Container Storage Interface, qui va permettre effectivement d'aller consommer le stockage Nutanix, à savoir la partie volume ou la partie files dont je reparlerai tout à l'heure. Je l'ai dit ici, la virtualisation va s'appuyer sur le stockage et sur du réseau, et pas mal de choses sont disponibles côté réseau. Donc déjà, il y a la capacité de faire de la virtualisation de réseau, c'est-à-dire en gros de s'appuyer sur un réseau existant et de construire par-dessus, de virtualiser un réseau, donc de faire de l'overlay, une technologie qui existe déjà depuis quelques années chez différents fournisseurs. Et là, l'idée, effectivement, c'est d'avoir du coup un SDN, une infrastructure SDN, Software Defined Network, et d'automatiser la création de différents objets réseau, comme on peut le faire chez un fournisseur de cloud public, parce que c'est ça qui fait à la fin, c'est du SDN qui va être fait. Donc ça veut dire que grâce à ce flow networking pour HV, on va avoir la notion de Nutanix Virtual PC, Virtual Private Cloud, pardon, donc c'est à peu près le même terme d'ailleurs qui est utilisé côté AWS ou côté Google Cloud, donc de la notion de VPC dans lequel on va définir un espace d'adressage IP qu'on va subdiviser derrière en un ou plusieurs subnets, avec donc, et ça c'est un ensemble de réseau qui est complètement isolé. On va bien entendu pouvoir automatiser la connectivité de VPC entre eux, si on a besoin effectivement de faire des bulles isolées, mais néanmoins de faire la communication. On sait insérer des services, des NVA, des Network Virtual Appliance, ou de mettre en place du filtrage avec des access control list. Et puis il y a également des fonctionnalités de passerelle, de translation d'adresses et de services de type VPN. Couplé à la partie flow networking, on a également flow sécurité qui va venir l'enrichir. Donc on sent que dès qu'on va parler de network security, on va parler de firewalling, et effectivement c'est tout à fait ça. On est là encore dans du monde software. Rappelons, et c'est bien toujours de rappeler, que Nutanix n'est pas un constructeur de matériel. Nutanix est un vendeur de logiciels, qui est d'ailleurs plutôt basé sur un mode de subscription, de licence non permanente, mais basée sur une durée donnée. Et donc c'est effectivement bien que du logiciel derrière dont on parle. Donc ici on est donc sur du software-based firewall. On va travailler par défaut sur des couches niveau 4, mais on peut aller jusqu'à des couches niveau 7 si on s'appuie sur des partenaires tels que Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, pour ne pas les citer. L'idée derrière la sécurité derrière Flow Network Security, c'est de faire de la microsegmentation, donc de manière très granulaire, de découper finalement l'ensemble du réseau et de limiter la communication est-ouest entre les workloads avec des firewalls qui sont stateful, voilà, mais qui sont surtout conscients de la notion des différents éléments qu'on peut avoir dans une application. Donc on est complètement ici sur une approche relativement classique du marché qui est le Zero Trust Network Approach. Toujours dans la partie sécurité, il est bon de rappeler effectivement qu'on a également le Nutanix Disaster Recovery qui est une solution qui va permettre en gros de répliquer un environnement sur un site secondaire dans le cas échéant où on aurait un désastre majeur et de pouvoir redémarrer une production à partir de là. Donc on va ici du coup faciliter la mise en place des mécanismes de réplication et de disaster recovery sur un ou plusieurs sites. Et donc pour cela, effectivement, on aura soit la notion de site local, soit de réutiliser un cloud public, on en parlera tout à l'heure, soit d'utiliser ce qu'on appelle un remote Nutanix site avec une solution ici qui est celle-ci dont je vais parler.
En termes de réplication, là tout va dépendre finalement des besoins de l'organisation cliente derrière. On peut faire du métro, donc zéro perte de données, temps de récupération, enfin temps de redémarrage, de bascule, on va dire quasiment instantané. On peut faire du near sync avec une perte de données admissible de jusqu'à 1 minute, hein, ou de la sync qui lui va partir sur une perte de données admissible de 1 heure. Nutanix propose un service qui s'appelle Nutanix Disaster Recovery as a Service, DRAS, issu du rachat d'une société qui s'appelait Xilip. C'était un des membres de xCloud Service, voilà. Donc c'était vraiment une solution de Disaster Recovery as a Service, la partie qui était distante étant gérée et maintenue en conditions opérationnelles par Nutanix et revendue sous la forme d'un service avec du SLA derrière, disponible sur la plupart des clients dans le monde, peut-être à l'exception de l'Asie, et fait pour être managé là encore depuis la fameuse console Prism Central, dont j'ai oublié de parler, donc je vais remonter pour en parler. Point important, ce service-là, en fait, de toute façon, va disparaître, hein, puisque sa fin de vie est prévue prochainement. La vidéo est enregistrée en juillet, et donc la fin de vie est prévue pour le 11 décembre 2024. Vous retrouverez d'ailleurs au passage les liens directement en cliquant ici dans la mindmap qui est disponible dans l'URL esquesta.github.io. Du coup, je vais en profiter. Là, j'avais pas parlé de Prism, hein, j'ai commencé à citer ici la notion de Prism. Donc Prism est un petit peu plus haut, voilà. Et bien Prism, en fait, c'est quoi? C'est les outils en fait qui servent à administrer du Nutanix au sens large. Donc dans chaque édition de d'AOS, on aura effectivement Prism, et il en existe 2 déclinaisons. La version Prism Element, qui elle est faite pour gérer un cluster, un monocluster, et la version centrale qui elle est prévue pour gérer un ou plusieurs clusters. Et Prism Central va rajouter également la notion de service. J'ai mis voilà, avec un S, ce serait mieux. Donc on va pouvoir gérer également différents autres composants effectivement de la plateforme Nutanix dans la même console. Donc, Prism est effectivement l'interface utilisateur, la console, donc c'est une console web, qui va permettre effectivement au quotidien la gestion de l'ensemble des produits. L'ensemble de ce qui est dans l'interface graphique est également appelable par des API. On a également de la ligne de commande derrière. Et puis pour ceux qui veulent faire de l'infra as code, il y a un provider Terraform qui est également disponible. Si on en vient sur la partie licence, donc on est ici en train de parler de la partie Nutanix Cloud Infrastructure. Donc il y a 3 niveaux de licences sur cette partie-là. Les licences Starter, les licences Pro et les licences Ultimate. Ce qui va changer derrière sans rentrer dans le détail, ça va être notamment le nombre de clusters managés disponibles, l'ajout de fonctionnalités additionnelles et de fonctionnalités de sécurité. Donc là encore, vous pourrez cliquer sur les liens pour avoir les différents niveaux qu'on peut avoir derrière, et de ce qui est disponible, ce qui ne l'est pas en fonction des niveaux de licence. Dernière chose qui est dans la partie NCI, le Nutanix Cloud Cluster, qui en tant que tel n'est pas un produit séparé, mais plutôt une façon de déployer, ou un endroit plutôt où déployer l'ensemble des briques dont je vous ai parlé précédemment. Donc l'idée c'est de pouvoir déployer de manière super simple et automatisée un cluster Nutanix, soit dans AWS, soit dans Azure, soit chez d'autres fournisseurs de cloud, l'intégration se faisant au fur et à mesure. Et donc là encore, quand on parle de licence ici, parce que Nutanix vend avant tout des licences, eh bien ces licences-là sont les mêmes, qu'on soit dans un environnement à demeure, dans un data center, ou qu'on soit dans le cloud. Voilà, je vais terminer cette première partie de la grosse vue d'ensemble, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Les deuxièmes parties sont disponibles et les liens sont dans la description, ainsi que le lien pour accéder à la mindmap et aller plus loin après dans la documentation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.